Ce n'était pas prévu, mais je reviens vers vous, car nous n'avons pas atteint notre objectif qui est, je vous le rappelle, de trouver 48 000 € avant le 10 juillet, date coup près. TV Liberté est la première chaîne alternative de France. TV Liberté, c'est une communauté indépendante, libre. C'est un môle de résistance. Avec TV Liberté, plus personne n'est seul. Vous n'êtes pas seul. Alors, avant cette date du 10 juillet, aidez-nous. Faites un don maintenant. Aidez-nous pour que jamais, même pour des raisons bassement financières, nous n'ayons à mettre un genou à terre. Jamais. Vous avez les clés de TV Liberté. Je compte. Nous comptons sur vous. Bonsoir à tous. Pour le Zoom de ce soir, j'ai la joie de recevoir Régis de Castelnau. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Bonsoir Élise Blaise. Alors on vous connaît déjà bien sur TV Liberté, vous êtes avocat, vous êtes également animateur du site vududroit.com et vous êtes aussi, et surtout c'est l'objet de votre visite ce soir, parmi les premiers à avoir rejoint l'initiative de Michel Onfray et Stéphane Simon, la revue Front Populaire. Et évidemment, il fallait en parler aujourd'hui puisque le 23 juin, c'est le jour du premier numéro. Alors est-ce que vous pouvez revenir tout simplement sur la genèse de ce projet, sur ce qui a donné cette impulsion? Alors, de ce que j'ai pu comprendre au départ, moi j'avais l'occasion de croiser Michel Onfray au moment des enregistrements de ses émissions sur Onfray TV, qui est une chaîne qui a beaucoup de succès. Il avait 12 000 abonnés, il est ça toujours, je suppose. Et donc on se connaît, il y a tout un petit groupe là. Et un beau jour, il y a déjà ça un petit moment, ils m'ont exposé quel était le projet qu'ils avaient, qui était de créer un MOOC. Alors on m'a dit un MOOC, bon, je me rappelais plus très bien ce que c'était. Hein, un néologisme et un anglicisme en même temps. Oui. Et j'ai visualisé, je crois que le premier comme ça s'appelait 21, il me semble, en chiffres romains. Et donc j'ai dit ça, c'est vraiment intéressant. Et c'était au moment où Michel a sorti... On va préciser, c'est entre magazine et le livre de book. Voilà, exactement. Il fait 160 pages. C'est un concept qui est pas mal parce qu'on garde ça en bibliothèque. Enfin, ça fait des revues avec beaucoup de contenu, puis avec une apparence un peu plus sophistiquée qu'un magazine. Donc, c'était le moment où Michel a sorti son livre « Grandeur du petit peuple ». Alors, je pense que la proposition qui m'a été faite, elle était liée au fait que je m'exprime beaucoup, vous l'avez dit, vous en êtes aperçu, et au fait on est toujours très contents. Mais moi aussi, ça me va très bien parce que j'ai une liberté de parole et il n'y a pas de faux semblants. Donc, je pense que c'était ma propre trajectoire qui pouvait intéresser et un regard, une expression différente de celle déjà de Michel Onfray et je pense que c'est pour ça qu'au tout début, on m'a demandé si je souhaitais être de l'aventure. J'ai répondu oui tout de suite. J'ai répondu oui pour deux raisons. La première raison, c'est que Michel Onfray est quelqu'un, je veux dire, d'entreprenant, un combattant qui est assez spectaculaire. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il n'est pas du tout impressionné par le mainstream. Et il a pas de gage à donner. Hein. Qu'il reçoit souvent, mais qui lui fait souvent pas de cadeaux. Voilà, mais lui non plus ne leur en fait pas. Et c'est très bien. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il est apprécié par les téléspectateurs. Et donc c'est un combattant. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est qu'il a des convictions et on a des points de convergence. Tout de suite, il a pris le parti des Gilets jaunes, comme moi, hein, et il a été extrêmement combatif pendant toute cette période, très offensif, parfois un peu violent, hein, sur les modes d'expression. Toujours c'était combiné entre son blog et Onfray TV. Et je me suis dit, un peu ce que j'ai dit dans un article publié ces jours-ci, chic, on va bagarrer. Hein. Donc déjà, ça me plaisait bien, parce que l'idée d'être dans le combat,
Et je dirais que le Covid, la crise, c'est antérieur à la crise, ce projet, mais la crise a montré l'urgence et l'importance de discuter, de réfléchir, de s'exprimer sur le monde d'après. Pour éviter qu'il soit celui que souhaite Emmanuel Macron. Enfin, ça, c'est ma conviction et je pense que c'est celle de Michel Onfray. Des téléspectateurs de TV Liberté aussi, sans doute. Bon, je suppose aussi. Donc, voilà, c'était pour qu'il y ait un lieu géométrique qui rassemble des gens différents, avec des trajectoires différentes, des cultures différentes, avec des points communs qui ont été de considérer. Alors, prendre parti pour les Gilets jaunes, ça c'était une donnée qui me rapprochait de Michel, mais c'était aussi pour espérer sortir d'une ornière où on a le sentiment que la France est tombée, et le faire en restaurant ou en réfléchissant à la façon de restaurer la souveraineté. C'est donc la raison pour laquelle on a utilisé le terme souverainisme. Alors effectivement, le terme souverainisme, on le voit sur la couverture de ce premier numéro, est très présent. C'est celui qui s'impose. Alors, oui, c'est celui parce qu'il est pratique. Vous savez, c'est un espèce de mot valise. C'est pas celui que je préfère, mais cette question de la souveraineté, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans la crise que traverse l'Occident. C'est une vraie question. Il y a une aspiration des peuples à la reprise en main de leur destin, à la récupération de leur souveraineté dont ils ont été privés. En ce qui concerne l'Union européenne, on le sait bien. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails, mais c'est une question tout à fait essentielle. Et je veux dire, ce déficit de souveraineté du peuple français, elle s'exprime aussi aujourd'hui dans toutes les expressions. Il y a les gilets jaunes, il y a les mouvements sociaux, la question de la bataille sur la réforme des retraites, etc. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est la question de la démocratie qui est posée. C'est-à-dire que, et c'est fatal parce que je considère qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, et ces jours-ci, on en a, je dirais, une des preuves. Pour moi, c'est pas une preuve, ça fait 3 ans que je le serine. Je crois que je l'ai même seriné sur vos antennes. C'est un coup d'État, une forme de coup d'État avec un coup de pouce final, un coup de pouce judiciaire. Et là, on a appris ces jours-ci que oui, c'était la bonne thèse. Toujours est-il que... Vous faites référence à l'affaire Fillon. Oui, bien sûr, excusez-moi. Et au, entre guillemets, aveu de Madame Éliane Houlette. Mais ce qui est important, c'est qu'on a un président, on a un système, on a un gouvernement, on a un bloc au pouvoir qui est minoritaire, mais qui savait depuis le début qu'il le serait. Donc la question de la démocratie, elle saute aux yeux. On voit bien le peuple français, à 70%, et n'aime pas ce gouvernement, n'aime pas ce régime, n'aime pas ce système, moyennant quoi c'est quand même ce système qui tient toutes les manettes. Il y a un vrai problème. Donc la question de la souveraineté, elle commence, à mon avis, elle commence par celle du peuple. Est-ce que ce problème est dû à la démocratie ou est-ce que ce problème est dû à l'offre politique tout simplement ? Je pense qu'elle est le fruit d'une évolution aussi. Elle est le fruit d'une évolution. Il n'y a pas qu'en France que ce problème se pose. Depuis le début des années 80, depuis le basculement vers le néolibéralisme, je veux dire, les dirigeants, chez nous, la fausse alternance, socialiste droite, considère que c'est le système TINA, il n'y a pas d'autre alternative, et que par conséquent, si les gens, le peuple et les citoyens ne sont pas contents, il faut passer outre. Alors, on les a privés au profit de l'Union européenne d'un certain nombre des compétences, de ce qui relevait de leur délibération souveraine. Et puis, on a aussi fragilisé les institutions, c'est-à-dire on a mis en place tout un tas de mécanismes. C'est le sujet de mon premier article dans le premier numéro. Aujourd'hui, il y a je pense, de ce point de vue, une grande frustration. Et d'ailleurs, on l'a bien vu à l'occasion de la gestion de la pandémie par ce pouvoir, la gabegie, des formes d'incurie de l'État, des formes d'impréparation. Prenons l'exemple des masques ou des respirateurs. On travaille à flux tendu, parce que c'est le capitalisme d'aujourd'hui. Et on a... Le président Macron l'a dit d'ailleurs. Il n'est pas nécessaire d'avoir des stocks de masques à partir du moment où la Chine en vend. Ben voilà, c'est très bien, sauf que si la Chine en a besoin, elle ne nous les vend pas. Et puis que si on est en concurrence avec d'autres pour les acheter... il faudrait les payer plus cher, voire ne pas les avoir. Mais le pire, c'est qu'on n'a pas été capable de les acheter. C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas gardé les stocks,
on les a détruits. Il y a eu des reportages du Monde assez hallucinants, alors que le confinement était déjà commencé. Et ensuite, on n'a pas été capable d'en commander suffisamment parce que les processus de commande n'ont pas joué. D'autres choses plus préoccupantes, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais des journalistes ont demandé à l'État de bien vouloir communiquer les éléments relatifs à ces commandes publiques de masques, à cette gestion. L'État a dit non, secret des affaires, et la commission d'accès aux documents administratifs a dit oui, secret des affaires. C'est hallucinant, c'est-à-dire que ça protège les brevets, ça protège les sociétés commerciales. Toutefois déjà de donner une saveur sur l'issue de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de crise et sur les actions en justice qui ont été intentées. Alors, je pense que votre observation est très importante. Il n'y avait pas besoin d'avoir cet avis de la CADA. Tous les avocats de droit public sont tombés du haut de l'armoire quand ils ont vu ça. Enfin, écoutez, le secret des affaires pour un État qui doit des comptes, un État qui est contrôlé par la Cour des comptes, qui est contrôlé par les élections, qu'est-ce que ça signifie? Enfin bon, déjà Mais on savait très bien que la commission d'enquête parlementaire, présidée par Ferrand, de celle-ci, il ne sortirait rien. En revanche, ça revalide les procédures pénales. Alors c'est peut-être négatif parce que effectivement on s'aperçoit que le seul moyen d'abord que les victimes puissent s'exprimer, puissent faire reconnaître les fautes qui ont été commises par des personnes, des individus, pas le gouvernement en entier, les personnes, les individus, le contrôle du gouvernement ça relève du Parlement, seulement ce contrôle ne se produit pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une judiciarisation de la vie politique de fait. Et effectivement, aujourd'hui, le seul moyen, la commission d'enquête du Sénat n'a pas beaucoup de prérogatives non plus, le seul moyen de savoir ce qui s'est passé, à partir du moment où l'État refuse de communiquer, ce sera l'intervention du juge. Les juges d'instruction ont des moyens d'investigation importants. Comme les juges dont on s'interroge parfois sur leur indépendance. Oui, sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez, Emmanuel Macron dispose d'un appui de la haute fonction publique judiciaire. C'est pas sûr que ce soit la même chose après 2022, en fonction du résultat. Je veux dire, de toute façon, ces affaires judiciaires vont prendre beaucoup de temps. Ça prend toujours beaucoup de temps et c'est d'ailleurs logique. Il y a des débats contradictoires. Donc, la façon dont s'est passée la gestion de cette pandémie démontre la nécessité, que ce soit techniquement, que ce soit sur la question de la réindustrialisation de la France, que ce soit sur le fonctionnement de l'État, enfin, il y a tout un tas de grandes questions qui relèvent de la souveraineté du peuple français. Ce sont des questions qui le concernent. C'est pas Bruxelles qui doit décider ce qu'on fait avec nos hôpitaux. Ce ne sont pas les marchés qui doivent décider, si vous voulez, la rentabilité des entreprises, qui naturellement délocaliseront en Chine, c'est nécessaire. Donc, tout ça fait que dans tous les domaines, on s'en aperçoit, dans tous les domaines, cette question de la souveraineté est posée. Moi, mon lieu d'énonciation, c'est le droit, c'est la loi, les institutions, leur fonctionnement, et je constate qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Par exemple, le Parlement français n'existe plus, il faut être clair. Aujourd'hui, quand on élit une Assemblée nationale, c'est qu'on donne une bande de godillots au président pour qu'il mette en œuvre son programme, c'est tout. Avec l'inversion du calendrier, alors que le législateur, c'est un pouvoir séparé. Donc, en théorie. Et aujourd'hui, alors en plus, cette assemblée-là, elle est complètement caporalisée, donc tout ça n'a aucun sens. Regardez ce qui vient de se passer. On est dans l'actualité, c'est comme par hasard. La loi Avia, elle avait commencé à être discutée il y a 1 an, puis là, elle revient, mais ils ont voté tous comme un seul homme. C'était une monstruosité, c'était une loi scélérate. Elle a été déchiquetée par le Conseil constitutionnel qui n'a pas pu faire autrement. Et puis, de nouveau, Mme Avia est allée parader sur les plateaux en disant on va réessayer, on va voir autrement. On espère qu'elle n'y est pas allée en taxi, en tout cas. Oui, alors ça c'est méchant, c'est un argument mordant que vous venez de sortir. Non, mais voilà quoi, je constate que cette Assemblée nationale ne fonctionne plus comme un Parlement souverain. Il est temps d'y revenir. Le mode de fonctionnement du Conseil constitutionnel, que j'approuve cette fois-ci parce qu'il a annulé Avia, mais il y a eu d'autres occasions, quand il avait considéré que la fraternité de la devise de la République française empêchait de punir les trafiquants de main-d'œuvre. Je vais trouver ça un peu abusif. Voilà. Donc,
c'est vrai que la question du souverainisme crée en plus une rupture avec la doxa, une rupture avec la pensée dominante. Ça repose les questions du protectionnisme, ça repose des questions culturelles. Alors, nécessairement, dans un premier temps, le premier numéro sort aujourd'hui, le site est en ligne depuis la fin de la semaine dernière, oui c'est ça, une semaine. Hein, donc bon, alors c'est pas une critique sur la qualité, pour l'instant c'est un peu l'auberge espagnole. Hein, chacun vient avec son bout de souverainisme, ses préoccupations de souveraineté, et le débat... Et alors justement, on peut peut-être citer quelques noms qui participent à ce premier numéro. Alors évidemment vous, Régis de Castelnau, mais on a également... plusieurs figures des Gilets jaunes, je pense à Jacqueline Moureau, mais également François Boulot, deux anciens ministres, Jean-Pierre Chevènement, Philippe de Villiers également, on a la démographe Michel Tribala, Barbara Lefebvre, éditorialiste, enseignante, Céline Pina, Mathieu Boccoté, Eugénie Bastier, donc de la gauche passée à droite, de la droite passée à gauche. Je pense à Andrea Cotarac, pour un ancien La France Insoumise passé au Rassemblement National. Également Georges Kousmanovic, qui était le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, qui a fondé République Souveraine. On voit qu'effectivement, c'est l'auberge espagnole, un melting pot, j'allais dire, pour l'anglicisme et faire plaisir aux téléspectateurs, du souverainisme. Mais comment on va mettre tout le monde d'accord? Est-ce que c'est l'objectif d'ailleurs? Non, si vous essayez de me mettre d'accord avec Michel Onfray sur l'histoire du Parti communiste, ça va être compliqué. Hein. Donc, je crois, et c'est très bien. Ce sont des courants différents qui s'enracinent loin. Alors, sur la Révolution française, j'ai énormément de désaccords avec lui. Hein, je pense que l'opposition Girondin, alors justement, Jacobin fonctionne pas, fonctionne plus. Mais c'est une façon. Dans tous les cas, on sent quand même que dans votre démonstration sur la perte de pouvoir de l'État, qu'il y a une volonté de retrouver un État stratège, souverain en l'occurrence, qui est peut-être contradictoire avec la volonté plus girondine d'un Michel Onfray, ou du moins une conception différente. Oui, alors moi, je ne vais pas parler à sa place concernant son girondinisme. Je pense que c'est aussi pour lui le moyen de se démarquer de ce courant de la Révolution qu'a produit les montagnards et la terreur, incontestablement, hein, et en pensant que le girondinisme était une solution, décentralisation, etc. Je suis pas d'accord du tout. Au-delà du fait que j'aurais pu être dans la définition de la nation, dans la définition de la souveraineté populaire proche des montagnards, ou me rattacher à ce courant-là, il se trouve que historiquement, pour remonter comme le fait souvent Éric Zemmour, mais pas pour aboutir aux mêmes conclusions que moi, la France est un pays très hétérogène et qui a été constitué en tant que nation et en tant que peuple par un État fort. Hein, c'est historique. Les rois l'avaient parfaitement compris. Je pense que le premier qui voit bien le problème, c'est Louis XI. Et donc, et on a fait tenir ensemble des Basques, on a fait tenir ensemble des Bretons, des Provençaux, des Corses, des Alsaciens. Enfin, écoutez, excusez-moi. Le 1er août 14, quand le peuple français se lève pour aller se faire hacher dans cette guerre et sauver sa terre, hein, eh bien, les gens ils parlent pas la même langue. Mon arrière-grand-père, il parlait à ses troupes, qui étaient des troupes languedociennes, hein, il leur parlait en occitan. Hein, donc c'est dire. Bon, donc le problème, c'est que la vision jacobine fait émerger et institue bien ce peuple. Je raconte souvent une petite anecdote. Quand vous allez à l'étranger, vous suivez les matchs de rugby, tous les peuples de Grande-Bretagne savent chanter. En France, les Provençaux savent chanter, les Basques savent chanter, les Bretons savent bien chanter, les Corses savent bien chanter, les Français ils savent pas chanter. Aller au Stade de France quand c'est l'équipe, c'est n'importe quoi, tout le monde chante faux. Alors vous allez me dire, mais bon, si il y a culturellement, il y a quelque chose. Ce peuple, il est constitué de plusieurs parties, et ce qui les fait tenir ensemble, c'est effectivement cette souveraineté, cette notion de citoyenneté. Et donc, elle est issue du jacobinisme. Le problème, c'est que derrière, la France, du fait de cette histoire, est un pays suradministré.
Et donc, la régulation administrative était très puissante dans les faits, très puissante dans les têtes. Il y a un grand respect pour l'État, etc. Et d'ailleurs, il suffisait de voir comment Charles de Gaulle, quand il s'en va tout seul le 18 juin, sait très bien qu'il va devoir reconstituer un État et que ça va être, je veux dire, un travail absolument colossal. Mais je pense qu'il y a eu un ouvrage remarquable d'Éric Tessier qui s'appelle De Gaulle 69. De Gaulle, après 68, mesure effectivement que les institutions sont fragiles parce que la France est toujours suradministrée, qu'il est nécessaire de la décentraliser. J'ai été, moi, très concerné, très impliqué professionnellement dans la décentralisation à partir de la fin des années 80, et j'ai vu se mettre en place, effectivement, un mode de gestion de la sphère publique qui était différent et, à mon avis, plus efficace. Malheureusement, sous l'impulsion de la haute fonction publique d'État, celle que nous allons combattre avec Front Populaire, sous l'impulsion de cette haute fonction publique d'État, il y a eu une forme de recentralisation, et aujourd'hui, malheureusement, tout ce processus qui avait été porteur est bas de l'aile un peu pour l'instant, et pour ce qui me concerne, moi, je vais m'exprimer là-dessus en disant qu'il faut revenir à non pas un girondinisme, mais à une décentralisation. Un jacobinisme allégé. Une décentralisation jacobine, si vous préférez. Voilà. Donc, et pas faire comme beaucoup de jacobins. Je pense à Éric Zemmour, qui oppose la décentralisation et le jacobinisme, ce qui est à mon avis une erreur. Alors c'est un désaccord. Vous voyez que j'ai pas mal de désaccords. Alors il n'est pas. Éric Zemmour n'est pas dans la revue. Il n'est pas dans la revue, mais il avait fait une émission avec Michel Onfray pour en parler, pour exprimer ça, etc. Donc on a fait le sort du souverainisme. Moi, j'aurais une question sur l'Union européenne, parce qu'on retrouve quand même de nombreuses figures plutôt favorables à la sortie de la France de l'Union européenne. Je pense à Jacques Sapir, Georges Kuzmanovic. Vous, je crois, sans me tromper, que vous laissez séduire, peut-être. Je me laisse pas séduire, j'ai voté résolument non à tous les référendums. Donc, si vous voulez, mais je peux m'en expliquer. À partir de là, est-ce que cette revue a pour objectif de faire la promotion de la sortie de l'Union européenne de la France ? Non, cette revue, elle est un lieu d'expression et de débat riche, et il suffit de voir. On peut vouloir rester dans l'Europe et écrire et dans on peut Front Populaire. Je pense que Jean-Pierre Chevènement, sur lequel j'ai beaucoup de réserves, je pense pas que le Frexit ce soit son le Frexit objectif. n'excite pas Jean-Pierre Chevènement. Oh là là, c'est joli. Non, je pense que il y a effectivement un consensus pour considérer d'abord que il faut sortir de l'euro. Que garder une monnaie qui n'est que le marque réhabillé est néfaste pour la France. On n'a plus de souveraineté monétaire. Charles Gave le dit assez souvent. C'est pas un homme d'extrême gauche, je crois pas. Donc il le dit, il a entièrement raison. Il faut qu'on récupère notre souveraineté monétaire. Après, qu'on mette en place de nouveaux dispositifs, parce que l'Union européenne et la monnaie allemande sont étroitement liés. Si on sort de l'euro, à ce moment-là, le problème se posera autrement. Regardez ce qui est arrivé aux Britanniques. Les Britanniques, ils avaient la livre, ils avaient gardé leur monnaie. Et bien, quand la majorité du peuple a dit on s'en va, ils sont partis. Et jusqu'à présent, personne n'est mort. Enfin, il n'y a pas eu une guerre mondiale à la suite de ça, contrairement à ce qu'on nous avait expliqué. Donc, je pense qu'il y a un consensus très large des gens qui rejoignent cette revue sur la question européenne. Parce que comment avancer, comment régler moi j'entends les gens de l'UPR dire l'article 50. Je pense pas que le problème puisse se poser comme ça. D'abord parce qu'on est dans l'euro, et j'aurais été plus proche de la position de Jean-Luc Mélenchon à l'époque, parce que je sais pas où il en est aujourd'hui, quand il dit l'Europe tu la changes ou tu la quittes. C'est-à-dire que, mais oui, il faut négocier. Je veux dire, on va pas faire la guerre aux autres. Pour la changer, c'est toujours la question de l'unanimité. Alors oui, mais justement, on peut plus. Ça, il n'en est pas question. Si vous voulez, donc il faut changer le principe d'unanimité et puis après la changer. Je vais vous dire, moi
je me rappelle d'une affaire professionnelle. C'était une association qui faisait office de comité d'entreprise pour une très grosse entreprise d'industrie chimique. Et toutes les décisions devaient être prises à l'unanimité. Alors vous avez les syndicats qui étaient représentés, et donc il avait fallu prendre des initiatives, vendre des acquis immobiliers, etc. Hein, et il y avait un petit syndicat qui bloquait tout. J'ai été voir le juge, j'ai dit, écoutez, ça peut pas durer comme ça, vous allez nommer un administrateur provisoire, hein, et il va prendre les mesures qui permettront de faire fonctionner et d'éviter ce qu'on appelle un abus de droit. Hein, c'est-à-dire que celui qui bloquait n'avait pas la légitimité représentative pour le faire. Donc, cette unanimité, on peut la contourner, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. À un moment, il va bien falloir poser la question et provoquer la crise politique nécessaire et renégocier. On les a négociés, ces traités. Enfin, on les a négociés, excusez-moi. Ils nous ont été imposés. Hein, je parle pour la France, hein, par une manipulation dans laquelle le Parti socialiste a une très grosse responsabilité. Je le dis parce que le référendum de 2005, Nicolas Sarkozy avait dit en 2007 qu'il renégocierait un traité, le traité de Lisbonne. Lui au moins, il n'a pas été élu pour ça, mais lui au moins, il a dit que... C'était dans son programme. C'était dans son programme. Moyennant quoi, c'est quand même François Hollande qui est allé apporter les voix du PS à la révision constitutionnelle. Le crime impardonnable, il est là. Il faut rendre à César ce qui est à César, Absolument. Vous avez raison. Alors, dernière question, Régis de Castelnau. On voit bien que c'est une revue qui va être foisonnante sur le plan des idées, avec des débats, des oppositions sans doute à l'intérieur. Mais quel est l'objectif ? Est-ce que l'objectif est aujourd'hui de faire un énième laboratoire d'idées, un énième espace d'échange d'idées, d'intellectuels, ou est-ce qu'aujourd'hui la nécessité c'est d'avoir un homme politique qui porte sa parole jusque dans les urnes ? Écoutez, je pense d'abord il faut se débarrasser d'une illusion. Il n'y aura pas de deuxième Macron. Hein, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, sorti de nulle part, a été élu dans des circonstances très particulières. Il y a eu un alignement des astres qui ne se reproduira pas. Les élections présidentielles sont pleines de gens qui étaient élus un an avant ou qui ont pensé qu'ils pouvaient se présenter, qui ont terminé à 1,5%, etc. C'est une mécanique très particulière, ce système. Donc, s'imaginer qu'il va suffire de claquer des doigts et de sortir quelqu'un, et là je pense à Michel Onfray, il l'a dit très clairement, et moi je le crois, et je l'écoute, hein, que c'était pas du tout pour se présenter, mais il profitait de sa stature, il profitait de sa légitimité et de son autorité pour dire des choses et animer et permettre à d'autres de les dire. Ça, c'est tout à fait essentiel. Alors, est-ce que c'est un laboratoire d'idées, un think tank, comme on dit ? Ça va l'être, mais pas seulement. Mais pas seulement, ça va être un lieu de rencontre, un lieu d'échange, ça va être un lieu de formation. Hein, parce que ça pêche, si vous voulez. Hein, moi, j'ai une certaine expérience d'un parti politique qui avait sûrement plein de défauts, mais du Parti communiste, hein, pour le nommer. Pour le nommer, hein, mais il avait des écoles, c'est-à-dire qu'il repérait les bons, hein, et Emmanuel Todd le dit, il repérait les bons et hop, il les prenait, il asséchait un petit peu les élites ouvrières à son profit, puis il les formait, il les faisait lire, etc. Ça rigolait pas. Avec en plus, comment dire, un vrai enracinement dans la culture française. Vous aviez des écoles, vous étiez prié de lire les grands classiques du 19e, etc. C'était assez marrant. Donc, il faut, là aussi, il y a besoin d'éducation. Dans ce qui vient de se produire, dans l'espèce de spasme de folie qu'a connu l'Occident après l'affaire George Floyd, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux dans la disponibilité de toute une partie de la jeunesse, c'est son acculturation. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent pas leurs racines, ils sont dans un présentisme délétère, et pas tous, hein, bien évidemment. Et ça, je le regrette. Il y a une vraie éducation à la politique qui est nécessaire. Regardez, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement éminemment politique. C'est tout d'un coup, on a vu des couches, des classes se mobiliser, avoir des aspirations et des objectifs qui étaient parfaitement légitimes, mais il n'y a pas eu de traduction politique. Alors, il y a le vieux système qui est vermoulu. Hein. Alors, j'ai vu un sondage hier où glorieusement le Parti socialiste, on va dire que je suis très méchant avec le PS, oui.
qui est à 3%, je pense qu'il va falloir pouvoir se débarrasser d'un certain nombre de choses. Celui qui se prétend Parti communiste est à 1%, c'est pas plus mal non plus. Tout est à reconstruire. Et je pense que Front Populaire aura sa carte à jouer. Alors, peut-il devenir un parti politique ? Personnellement, je pense pas. J'ai une certaine expérience. Peut-il apporter son soutien à un candidat déjà existant ? Alors, je pense qu'il peut créer les conditions. Oui, il peut créer les conditions pour estampiller, pour valider. C'est possible. C'est possible. Un candidat déjà existant. Ou qui s'impose, ou un autre, ou autre chose. Je sais pas du tout. Ça peut. Alors, je vois mal quand même comment quelque chose qui est quand même très divers. J'ai pas dit hétéroclite, qui est quand même très divers, avec la question de la souveraineté et de la démocratie qui rassemble. C'est quand même difficile qu'un beau matin on dise boum, voilà, on a voté, vous avez le coup de tampon. Non, mais ça va permettre à tout un tas de gens, je pense, de s'exprimer, d'exister et justement de créer des courants, de créer de l'expression qui feront que les bonnes questions seront posées à l'élection de 2022. Parce que un des problèmes de l'élection de 2017, c'est qu'il le débat n'a pas eu lieu. On nous a sorti une savonnette, on a dit regardez comme il est beau, on a détruit le principal concurrent qui était le favori, et on s'est retrouvé avec un deuxième tour et la stratégie du castor. Mais attendez, où était la politique là-dedans ? Je veux dire, Marine Le Pen traînait un certain nombre de boulets liés à l'histoire antérieure, liés à son père et à son nom, etc. Et puis certains réflexes, les souvenirs de 2002. Donc, on n'a pas parlé politique. Et c'est la raison pour laquelle, douloureusement surpris, le peuple français s'est aperçu qu'on voulait lui imposer un néolibéralisme qu'il refuse de prendre depuis 30 ou 40 ans. Parce que toute cette histoire, les CPE, les ci, les là, la réforme des retraites, ça a toujours été des échecs parce qu'on n'arrivait pas à l'imposer au peuple français. Donc Macron a dit moi je vais le faire, même minoritaire, et hop, il s'est fracassé sur là-dessus. Moyennant quoi, il est toujours au pouvoir. Et avec le sondage d'hier, à mon avis, il va aller en 2022. Je crois que c'était l'enterrement du plan B hier. Quand vous voyez que M. Barouin est à 12, que M. Bertrand est à 12, je crois que les LR feraient bien de réfléchir. Donc... Toute dernière question, Régis de Castelnau. On l'a dit, aujourd'hui sortait ce premier numéro de Front Populaire. Comment peut-on l'obtenir ? Alors, je crois qu'il y a une version numérique sur le site où on peut s'abonner, mais on peut également s'abonner à la version papier, donc qui est un bel objet en plus, parce que comme on l'a dit, c'est un gros livre, il y a plus de 150 pages. Et ça sort combien c'est périodique. C'est trimestriel. Les MOOC. Le MOOC, c'est. Alors en plus, oui, si déjà faire un quotidien, n'en parlons pas. Moi, j'ai eu des expériences comme ça. Je me suis aperçu que c'était un boulot difficile, les bouclages, etc. Faire un truc de 160 pages, le trimestre, c'est aussi bien, et surtout qui repose sur un système pas des journalistes professionnels appartenant à une équipe, mais sur une façon d'aspirer la compétence, le savoir-faire, l'originalité d'un certain nombre de contributeurs comme ça. Et c'est déjà le cas. Vous savez que jusqu'à la semaine dernière, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, pour le site, c'est-à-dire pour la partie numérique, les gens qui sont à la réception de ça derrière leur ordinateur recevaient 100 propositions d'articles par jour. Donc c'est vous dire, alors les pauvres, il faut tout relire, il faut corriger. Il y a avoir du travail. Oui, il y a du boulot. Mais j'ai oublié de préciser, évidemment, c'est pas non plus uniquement sur abonnement, c'est bien sûr aussi en kiosque. Oui. Alors, c'est en kiosque, sauf paraît-il dans les Bouches-du-Rhône, il y a un problème, j'ai lu ça ce matin, classiquement, mais bon, le grand succès initial, c'était les abonnements. Alors là, il suffit d'aller sur le site, on paye PayPal ou avec des cartes bleues, je crois, et puis on a ses codes. Pour moi, la meilleure solution, c'est d'avoir... numérique et papier. Début juillet, il sera disponible en liseuse aussi, pour ceux qui font ça sur leur tablette. Donc voilà. Non, c'est franchement un projet vraiment original, et le succès initial, il y a deux choses qui le valident complètement. La première, c'est le succès. Le succès qui fait que il y a des gens qui ont pris des abonnements. Le succès de l'initiative, en tous les cas, pour le moment. Le succès financier. Les gens ont dépensé de l'argent sans avoir lu une ligne sur le nom de Michel Onfray.
je crois qu'on va être à plus de 80 000 exemplaires du premier. Alors c'est normal, c'est un premier numéro. Que en ce qui concerne les abonnements, on est au-delà de 30 000, ce qui est quand même pas mal. Je crois que Libération chez les particuliers est à 10 000. La deuxième raison qui valide ce projet, c'est la réaction du Monde, de Monsieur Geoffrin, de l'Obs, etc., qui ont traité Michel Onfray de Doriot, de DA, c'est Jacques Julliard, qui ont hurlé au nazisme tout de suite. Alors moi j'étais très content, je me suis dit ça c'est bon, ça prouve qu'on a raison, et puis on va pouvoir s'expliquer avec eux après, mais ça c'était pour moi le deuxième terme de validation, mais c'est probablement parce que j'ai mauvais esprit. Sans doute. Oui. Merci beaucoup en tout cas, Régis Castelnau. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, de commenter et de liker cette vidéo. À bientôt.